troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Witibal Koumaba, Simon Tedga et notre éditorialiste Djemal Taleb. L'actualité économique à présent, le continent africain compte de plus en plus de pays producteurs de pétrole et naturellement commence à se poser la question de son transport. Le projet d'extension du West African Gas Pipeline a été entériné ce 15 mai 2017 à Rabat et apparaît comme une des réponses à cette problématique. C'est un sujet de Corinne Kamdem. Le 3 décembre 2016, le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président nigérian Muhammadu Buhari ont donné le coup d'envoi d'un projet de gazoduc offshore qui devrait relier le Nigeria, troisième producteur de gaz naturel en Afrique, au Maroc, puis à l'Europe. Selon certains analystes, ce pipeline, qui est sans doute l'un des plus ambitieux jamais annoncés, va introduire un changement profond dans l'économie des pays qu'il va relier. En favorisant une intégration économique plus profonde, fondée sur des synergies durables et des approches inclusives, ce partenariat Sud-Sud accélérera la transformation structurelle des économies nationales de la région, mettant ainsi la région entière sur le chemin d'une croissance économique plus rapide. Long de 5000 km, ce nouveau tronçon va prolonger le West African Gas Pipeline qui depuis 2010 relie le Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. Le futur tronçon longera la côte ouest africaine et aura des retombées économiques considérables sur la région. Le pipeline sera conçu avec la participation de toutes les parties prenantes dans le but d'accélérer les projets d'électrification dans toute la région, servant ainsi de base pour la création d'un marché régional compétitif de l'électricité, susceptible d'être lié au marché européen de l'énergie, stimuler la transformation locale des ressources naturelles, largement disponibles pour les marchés nationaux et internationaux. D'importantes opportunités d'affaires devraient découler de ce projet pour les industriels et les investisseurs. En 2002, l'Algérie avait proposé un projet similaire, un pipeline transsaharien qui devait relier sur 4000 km le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger, mais qui n'a jamais vu le jour en raison des risques liés à l'insécurité dans la région. Conscient des nombreux avantages qu'offre un tel projet et au vu de l'engagement des deux pays, tout porte à croire que tout sera mis en œuvre pour le mener à bon port. Monsieur Tedga, on l'a dit, avec ce projet, le Royaume vient d'évincer l'Algérie puisque l'Algérie avait entamé en 2002 les négociations avec le Nigeria pour un projet similaire. Qu'est-ce qui rend finalement la proposition marocaine plus attrayante? Je pense qu'elle est beaucoup plus facile à réaliser. Parce que si vous regardez l'itinéraire, vous verrez que du Nigeria au Maroc, on peut passer par la côte. C'est-à-dire on passera uniquement par la côte et pour arriver au Maroc, pour ensuite arriver en Espagne, donc en Europe. Alors que le projet algérien, c'était un projet qui passait par le Niger, qui passait donc par l'intérieur, donc il y a eu des problèmes d'insécurité. Donc sur le plan technique, il y a donc cette difficulté qui a fait que le projet n'a pas pu avancer. Quand le roi, qui a une implantation très solide maintenant en Afrique, avec une diplomatie extrêmement dynamique, propose ce gazoduc qui est véritablement une chance pour l'Afrique, pour pas mal de pays d'Afrique. Il propose également un itinéraire qui convient à tout le monde. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Maroc l'emporte. Il y en a d'autres, il y a des raisons diplomatiques. Je viens de vous dire que le Maroc est beaucoup plus présent. Moi, je reviens de la Guinée, où j'ai trouvé le Maroc extrêmement dynamique sur le terrain de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a beaucoup d'amis. Et ça compte énormément quand il faut prendre une décision. Alors, Djemal, quels sont les enjeux stratégiques de ce projet qui s'annonce gigantesque ? Je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas seulement un projet et qu'on va concrétiser probablement quelque chose sur le continent africain. Mais moi, je suis toujours très dubitatif sur des projets pareils. Je suis dubitatif parce que l'effet d'annonce, je ne l'aime pas trop. Et qu'il est très difficile de faire un gazoduc d'une région qui, elle, de toute façon, n'a pas les besoins élémentaires à satisfaire. Et donc, il peut difficilement dire nous allons faire un gazoduc dès lors que nous ne maîtrisons pas le gaz. Nous n'en sommes pas propriétaires. C'est d'autres pays qui l'ont d'autres multinationales qui l'ont découvert, qui l'exploitent et qui en disposent comme elles veulent. Et donc en réalité, votre emprise sur le transport de votre matière première est discutable.
Et puis, si vous n'êtes même pas capable chez vous de mettre en place une politique de liquéfaction du gaz comme il faudrait, c'est toujours encore une fois très compliqué de mettre des projets de cette ampleur. Je crains que tout cela ne soit qu'une logique de guéguerre entre l'Algérie et le Maroc, qu'on ne soit pas au-delà d'un petit regard. Cela dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau, je sais pas l'expression, je ne la connais pas très bien. L'eau du bain. L'eau du vin, voilà. Et donc, il faut toujours se dire que des projets de ce niveau-là sont absolument importants, et on les salue évidemment s'ils existent. Cela dit, encore une fois, c'est le continent africain, mais au-delà du continent africain. Nous n'avons rien fait pour obtenir ces matières premières, c'est le hasard de la vie, nous ne les transformons pas, nous n'en disposons pas, et donc, imaginez qu'on va faire de ce projet-là. Je vais vous dire, ou en plus de tout cela, si demain sur le continent africain on était capable de sortir 100 milliards de dollars pour développer Inga, donner de l'électricité, des réseaux et des transformateurs d'électricité dans un continent qui fait 23% de taux de pénétration d'électricité, c'est de mon point de vue un projet sur lequel il faudrait qu'on se concentre. Je n'ai jamais soutenu Borloo, mais de ce point de vue-là, il a un mérite et il faut le lui reconnaître. C'est qu'il a attiré l'attention des Africains sur des sujets qui les concernent. Il leur a fait comprendre définitivement que l'énergie, c'est la vie et que l'énergie, elle est la vie. Si demain on pouvait avoir un pipeline qui va alimenter une centrale d'électricité qui va donner de l'électricité dans tout le continent africain, j'en serais bien content. Pour le reste, alors, pas faire leur Ronchon, mais enfin. Je dirais une chose, je vais prendre une mauvaise habitude d'ajouter un petit peu à ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit est très bien. Je dirais qu'il y a aussi la coopération sud-sud. C'est bien que de temps en temps, nous ayons des projets communs. Et que nous les réalisons. C'était le but de ma question. Et que nous puissions le réaliser sans les autres. Je pense que c'est le but également de ce gazoduc, c'est-à-dire arriver à faire par nous-mêmes quelque chose qui traverse le continent. Justement, M. Koumaba, les dirigeants africains n'ont cessé de prôner l'intégration économique du continent. On a là un exemple, un projet en tout cas, qui, s'il est concrétisé, favorisera cette intégration. Oui, c'est un projet qui favorise l'intégration, mais pour vous rejoindre, en fait, par rapport à ce que vous disiez, ce qui est important, c'est que ça puisse profiter aux États et aux populations africaines. Or que l'itinéraire qu'empruntent les gazoducs, ça quitte le Nigeria pour aller au Maroc, et il y a un projet en fait pour alimenter l'Europe. Donc ça, en soi, c'est un bon projet d'intégration. Mais je pense qu'on pouvait, par exemple, comme il a souligné, développer le projet comme le projet d'Inga. Oui. C'est l'hydroélectricité. Et pour alimenter. Et puis, pardon, excusez-moi de vous couper. On ne sort pas de la dynamique qui est toujours la nôtre depuis le début des indépendances. Ça consiste à quoi ? Piller le gaz africain, l'envoyer aux Européens. J'aime bien, c'est bien signant, mais c'est pas ça mon projet, c'est pas ça mon idéologie. Moi, j'aimerais bien que des terminaux LNG soient construits sur le continent. J'aimerais bien que des centrales électriques soient faites. L'utilisation du gaz en Europe, elle est faite pour le chauffage, pour tellement de choses. Pardon, on en a tellement besoin qu'on pourrait demain créer un marché africain du gaz, un besoin de consommation du gaz, un besoin de transformation du gaz, et que nous cessions encore une fois d'extraire nos matières premières, de les vendre à l'étranger. Alors on peut trouver les itinéraires qu'on veut. Par rapport à ce que vous êtes en train de souligner, toujours vous avez évoqué le problème en fait de moyens techniques en fait, pour pouvoir maîtriser et le rendre à l'usage en fait domestique, et ça c'est très complexe, c'est très difficile. Mais commençons, voilà de beaux projets sur lesquels les Africains pourraient s'entendre éventuellement. Voilà, je crois qu'on ne va pas se dire qu'on ne pourra jamais utiliser du gaz dans nos maisons. L'hydroélectricité, moi ça me parle. En fait c'est un projet qui est concret, donc qui peut l'idée est toujours par rapport au niveau technique, en fait il faut ça arrivera. Ça arrivera. L'idée, encore une fois, qu'il faut se mettre, c'est que sur le continent africain, et moi je pense que l'intégration du continent africain sur des projets donnés est une bonne chose, pas celui-là. Il faudrait le faire sur tout à fait autre chose, et je l'ai dit, l'électricité. On peut le faire sur l'agriculture. Et puis je vais vous dire, regardez cette ligne de chemin de fer qui va d'Alger jusqu'à Lagos. Pardon, le chemin de fer est très peu développé sur le continent africain. Africa Rail est un projet qui est pratiquement mort. Si demain on pouvait avoir des projets de cette nature, et que ce ne soit pas Bolloré qui les fasse pour nous, mais plutôt nous-mêmes pour nous-mêmes, si on pouvait avoir de ces projets de cette nature et que nos États s'entendent sur des projets de nature, je serais beaucoup plus content que n'importe quel gazoduc qui va transporter notre gaz vers des Européens qui se le payent avec des dollars qui vont aller dans la poche des compagnies internationales. Merci Djemal. Autre info économique, on connaissait les envois traditionnels d'argent des Africains de l'étranger à leurs familles restées au pays. Désormais, les plateformes orientées vers l'Afrique permettent à de jeunes entrepreneurs sur place de développer leurs projets grâce aux dons. On parle alors de crowdfunding. Découverte avec Idelette Mirabel-Bissot.
83,2 millions de dollars en 2015, c'est le volume de l'intégralité du marché africain des financements alternatifs en ligne, plus connu sous le nom de crowdfunding ou financement par la foule. Le continent ne représente que 0,1% comparé au volume mondial de ce type de financement. L'avenir de ce modèle de financement s'annonce prometteur sur le continent car les États prennent conscience du potentiel que peut représenter les financements alternatifs pour les entreprises. Dans le cas des financements alternatifs, il s'agit essentiellement notamment des PME ou des start-up, des petites entreprises, dont les conditions ne répondent pas, les conditions d'existence ne répondent pas à des règles fixées par les banques pour octroyer des crédits à ces entreprises-là. En volume, le marché des financements alternatifs est passé de 61,4 millions de dollars en 2014 à 83 millions en 2015, soit une hausse de 36%. Autre point important dans cette dynamique, le rythme de croissance qui a enregistré entre les années 2013 et 2014 un taux de 38%. Le continent africain souffre énormément de crédits bancaires. Si jamais chez nous, en Afrique, ce genre de véhicules de financement, des crowdfunding, des business angels et autres, venaient en Afrique, ça pourrait compenser énormément ce déficit de financement qui caractérise l'Afrique. Les fonds collectés par les plateformes de crowdfunding opérées en Afrique sont estimés à 190 millions de dollars en 2016. La Banque mondiale estime le potentiel de ce marché en Afrique subsaharienne à 2,5 milliards de dollars d'ici à 2025. Monsieur Tedga, quels sont selon vous les enjeux et les avantages du financement participatif pour les entreprises? Alors moi je dois dire une chose qui est simple, c'est que pour moi le crowdfunding existe au Cameroun depuis au moins 60 ans. Ça s'appelle la tontine. C'est la tontine qui a développé les affaires au Cameroun. Je crois que vous êtes originaire d'une région où on connaît très très bien la tontine. Et je pense que le crowdfunding, c'est le formalisme de la tontine. Et je crois que cette façon de procéder, et ce qui fait qu'on se passe un peu des banques, c'est des accords entre les individus, etc. Bon, les gens mettent un pot commun et tout le monde essaye d'emprunter pour ensuite investir. Je crois que ça a de l'avenir, mais je dirais que c'est très vieux. C'est quelque chose qui a existé, qui a montré ses preuves. Il n'y a aucune raison qu'on y croie. Donc, je crois fermement, d'autant plus que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons une diaspora très dynamique, une diaspora qui a quelques moyens pour pourvoir effectivement à ces fonds de crowdfunding. Voilà ce que j'allais dire. Mais je voulais dire une chose aussi. Non. Je passe ma parole. Alors, Monsieur Koumaba, on a vu dans le reportage que le continent ne représente à ce jour que 0,1% comparé au volume mondial de ce type de financement. Comment tirer davantage profit de ce potentiel, selon vous? C'est tout, je pense, c'est dans l'organisation. Il faut peut-être qu'en fait, c'est ce qui est en train d'être fait, développer en fait des structures qui permettent d'organiser, parce que comme l'a souligné Simon Tedga, donc ces mécanismes d'autofinancement en fait par les populations existaient déjà. En RDC, ça s'appelle l'IKEMA. Donc les femmes cotisent entre eux et ils financent des projets. À la fin du mois, il y a l'autre femme en fait qui va être bénéficiaire et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faudrait mettre en place, peut-être institutionnaliser ça, mettre des structures peut-être associatives avec des moyens de garantie qui permettent en fait de faire perdurer, de pérenniser en fait le développement de ces moyens de financement. Voilà. Djemal, y a-t-il selon vous des mesures à envisager pour simplifier les démarches des plateformes de financement participatif? Moi, j'ai une ambition pour l'Afrique qui est beaucoup plus importante que ça. Et je considère que la tontine de ma grand-mère, c'est fini. Et que, pardon, tout ce que vous appelez la collecte, ça s'appelle la banque. La banque, c'est prendre l'argent de tout le monde, l'utiliser à bon escient et financer l'économie. Évidemment, dans nos pays où le taux de bancarisation est très faible, dans nos pays où les taux d'intérêt fixés par les taux directeurs sont très élevés, évidemment, la banque chez nous n'existe pas. N'existe pas parce que les banquiers sont frileux. N'existe pas parce que nos États ne veulent pas développer la banque. N'existe pas parce que l'épargne est très faible chez nous. Nous adorons, mais alors nous, continent africain, tellement copier les Occidentaux. D'ailleurs, nos constitutions sont toutes copiées chez les Occidentaux. Si on pouvait copier un peu ce qui marche le mieux. Regardez un pays, la France, où on est, le produit de l'assurance vie
Et le produit du livret A, c'est 2000 milliards. Ça finance le logement, ça finance la sécurité sociale. Si demain, on pouvait s'inspirer de ça et comprendre qu'au lieu de... Moi, je suis bien sympa pour le crowdfunding pour financer tel ou tel projet de ma grand-mère. C'est sympa, c'est mignon. Mais enfin, vous ne développez pas un État et une économie avec ça. Vous développez un État et une économie avec de grands projets d'envergure, avec de taux d'intérêt très faibles, avec une banque qui finance l'économie, avec, des politiques publiques sérieuses. Donc, le but est qu'un pays crée de l'emploi, de la valeur et de la richesse. Pardon d'être pas tellement d'accord avec tout le monde, mais c'est absolument comme ça que je vois. Encore une fois, nous développons des systèmes alternatifs parce que la nature a horreur du vide. Et comme elle a horreur du vide, nous mettons en place des systèmes alternatifs. Les ménages, les familles, les personnes mettent ça en place parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais ce n'est pas spécifique, en fait, comme on appelle à l'Afrique. Parce que même en France, ici, il y a des projets, en fait... Mais l'économie ne fonctionne pas comme ça, cher monsieur. Oui, mais... Les entreprises ne sont pas financées comme ça. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais la finalité poursuivie... C'est la microfinance. Et la microfinance qu'on n'enrichit jamais un État. La finalité, en fait, compte tenu du fait que l'emploi est limité par ses moyens, et n'offre pas, en fait, comment on appelle, des structures d'emploi ou des financements. Donc il faut trouver des modes alternatifs. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas le faire et je n'ai jamais dit que les entreprises qui ont des difficultés de se faire financer sur le marché ne doivent pas trouver des solutions alternatives. Évidemment qu'il faut les faire. Mais tout ça, là, mais la racine du mal, du mal n'est pas là. Vous voyez-vous, c'est bien mignon le projet de ma tante quand il veut se faire financer sur une tontine ou sur une espèce de petit crowdfunding, c'est mignon. Mais vous ne développez pas des États ni des économies comme ça. Et que, pardon, notre gros problème, voilà. Oui, mais ça c'est pas le rôle de quoi. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas les faire. J'ai dit que c'est l'expression d'un vrai problème chez nous. C'est l'expression d'un système bancaire qui ne marche pas et que les banques, déjà, de plus en plus d'ailleurs, de plus en plus, voilà. C'est très faible. Et puis, les taux d'intérêt d'un État à un autre, ça va jusqu'à 20-25%. Vous vous rendez compte? Vous ne faites pas de banque avec ça et vous ne financez pas une entreprise avec ça. Évidemment, après, elle se tourne vers ce qui est possible. Le crowdfunding ghanéen, d'autres aiment bien, comment on appelle ça, les microcrédits de ces sympathiques messieurs qui viennent d'Asie. Comment il s'appelle? Mohamed Younous, qui est un personnage fort sympathique. Ça soulage les familles. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est soulagé. Mais moi, je ne veux pas être soulagé. Je veux que le continent africain se développe et il ne se soulage pas. On est exactement dans cette optique. Mais disons qu'il y a cette partie. On peut faire de grandes enjambées au lieu de faire de petits pas. C'est tout. Oui, mais des petits pas, il faut... Mais tout a commencé j'ai dit qu'il faut les faire, mais faisons de grandes enjambées, même une course de fond. Moi, je pourrais vous citer les gens qui sont devenus milliardaires au Cameroun, en commençant par le crowdfunding que moi j'appelle tontine. J'en connais beaucoup, croyez-moi. Merci, messieurs, pour votre participation. Dernière chose, j'ai remplacé au pied levé le docteur Ousmane Kaba. Je vais lui rendre hommage ici. C'est à cause de son absence que je suis là. Je pense qu'il sera de vôtres la prochaine fois. Merci. Merci. Et c'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré à la formation des armées africaines. Djemal, merci d'avoir été avec nous. Merci, Graziella, et merci à ceux qui ont eu la gentillesse de nous regarder et de nous supporter. Monsieur Woutibal Koumaba, merci également d'avoir été sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau de Paris et consultant spécialisé en gestion de conflits. Monsieur Simon Telga, merci. C'est moi qui vous remercie. Notre invitation. Je rappelle que vous êtes consultant politique et stratégie de défense également, écrivain et directeur de collection. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction. Voilà, maintenant